Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui met en avant les entrepreneurs qui entreprennent avec sens. C'est aujourd'hui le 20e épisode, vous connaissez le concept, vous avez l'habitude. Et aujourd'hui, mon invité, le podcast Éthique, c'est qu'est-ce qu'il a d'éthique ce podcast? Quelle légitimité tu as pour dire que ton podcast est éthique? T'es qui d'abord? Dis-nous qui tu es, présente-toi. Oula, quel accueil. Moi, c'est Djilali Fegouli, j'ai 38 ans. Je suis chef de projet dans la vie en tant qu'indépendant, freelance. Donc, j'interviens dans des grosses sociétés pour les aider sur leurs projets informatiques. Ça, c'est le métier que je fais depuis 15 ans. Sinon, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, en 93, issu d'une famille, une fratrie de 5. Je suis le petit dernier, voilà, d'origine algérienne. Mon père, paix à son âme, il était ouvrier, il est venu en France dans les années 70. La Rahmo, ma maman est toujours là, à Épinay. On est tous restés à Épinay, on habite à Épinay, c'est ma ville tout simplement. Voilà, accessoirement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas facile de passer de l'autre côté du micro, surtout avec un intervieweur aussi peu sympathique. Donc, je suis père de deux petits garçons qui ont 6 ans et 3 ans. Puis voilà, on essaie de faire des choses à côté, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur le podcast, mettre un peu la lumière sur des entrepreneurs, des gens issus souvent de banlieue, pas systématiquement, mais souvent, à qui on donne pas suffisamment la lumière. J'avais envie de montrer dans le podcast, en fait, qu'on avait des talents, des intellectuels issus de la banlieue, parce qu'on voit beaucoup trop les sportifs, et c'est très bien, les rappeurs, les comédiens, mais je voulais aussi montrer qu'on a vraiment de la matière grise dans nos banlieues. Et puis, sinon, sur LinkedIn, je vais communiquer sur mes services. Donc, je vais accompagner les salariés de l'IT globalement, mais pas que, à devenir freelance. Parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, les salariés sur le secteur informatique aspirent à devenir indépendants. Et puis, j'ai développé quelques autres accompagnements, notamment pour les chefs d'entreprise sur LinkedIn, pour les aider à rédiger leur poste, à communiquer, à prendre la place et mettre en lumière leur société sur le réseau LinkedIn. J'ai fait un livre sur la gestion de projet, puis tout récemment un livre sur le freelance. Voilà, grosso modo, pour moi, pour ce qui me concerne. La banlieue Épinay, d'accord, mais t'as grandi en maison en fait. Tu connais quoi réellement de la cité? La vie de la cité, tu la connais pas. Toi, c'était Pavillon, Épinay-sur-Seine, d'accord, mais en vérité, tu connais pas la vie de la cité. Effectivement, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine. Moi, à l'inverse, il y a des gens qui vont dire que c'est le ghetto, machin, 93. Moi, je représente pas ma ville comme un ghetto. J'ai jamais surjoué sur le fait que voilà, Épinay, c'est chaud, machin. À la limite, c'est pas une fierté, pas du tout. C'est une ville qui aujourd'hui s'est bien développée dans le bon sens. On a des bonnes infrastructures, il y a énormément d'activités pour les jeunes. Oui, effectivement, euh, je parle d'Épinay, mais j'ai grandi en maison, c'est vrai. Mais le fait est que mes collèges, bah, c'était des collèges au cœur des cités, c'était la ZUP ou la ZEP, je sais pas quel est le terme qu'il faut dire. Mon lycée, pareil, c'était pas évident. On n'a pas eu un milieu, un environnement favorable. Et puis mes copains, on a beau habiter dans une maison, parce que j'ai habité en fait en cité HLM jusqu'à mes 10 ans. Et puis après, j'ai habité en maison effectivement de 10 jusqu'à mes 25 ans. Mais les écoles primaires, les collèges, les lycées, c'était ceux de la ZEP ou de la ZUP. Et l'environnement, il était ce qu'il était. Donc mes copains, évidemment, c'était des gens qui habitaient pour la plupart dans les cités. J'étais beaucoup dans les cités. Mais j'en fais pas une fierté. C'est pas quelque chose que je le dis simplement. J'ai grandi là-bas. J'y habite toujours. Ça montre un certain attachement à ma ville, même si principalement j'y suis resté pour être près de ma famille et près de ma maman. Aujourd'hui, c'est des questions qui se posent aussi, mais voilà, j'en fais pas une fierté, mais ce serait mentir aussi de dire que j'habite pas à Neuilly-sur-Seine, quoi.
Ce serait mentir de dire que je connais pas la vie de banlieue, de cité, ce que ça implique. C'est vraiment le podcast éthique, ça? C'est pas plutôt le podcast égocentrique? T'es un peu là pour buzzer, pour faire ta propre publicité. Tu veux parler de toi avant tout. Tu veux pas parler des autres. Tu t'en fous de l'éthique. Oula, tu vas un peu fort là, hein. Égocentrique. Moi, je vais pas cacher. Puisque je crée du contenu sur LinkedIn et que je fais le podcast, c'est que je suis pas mal à l'aise pour me montrer, pour raconter des choses. J'ai toujours aimé ça en fait. Raconter des choses, raconter des histoires. Mais le but du podcast, je pense pas que tu as regardé les précédents épisodes, sinon tu aurais bien constaté que je mets en avant mes invités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre la lumière sur des talents qu'on n'a pas trop envie de voir en général. Ah, bien sûr, mais bien sûr. Oui, ça me permet aussi, en toute honnêteté, d'être visible, d'avoir une bonne visibilité, peut-être même d'être apprécié par rapport à ce que je crée en termes de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou sur le podcast. Mais est-ce que je suis égocentrique? Je sais pas, honnêtement. Est-ce que je m'aime? Peut-être. En partie, ouais. Des parties de moi que j'aime bien. Je suis assez fier de faire des choses. Il y a d'autres parties de moi que j'aime moins. Mais en tout cas, j'aime bien ce que je fais. Et je réfléchis pas trop sur comment les gens vont l'interpréter, etc. Mais voilà, tout simplement, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quand je prends du plaisir à le faire, je le continue. Quand il n'y a plus de plaisir, quand il n'y a plus de leitmotiv derrière ou de sens profond, ben, j'arrêterai tout simplement. Mais non, c'est vraiment le but, c'est de mettre en lumière mes invités. T'en as pas marre, franchement, de poster tout le temps sur LinkedIn? 3 posts, 4 posts par jour? C'est quoi ça? T'as rien d'autre à faire? T'as pas mieux à faire? Et puis surtout, t'as pas l'impression que tu vas lasser les gens? Les gens, ils vont en avoir marre de lire tes posts à chaque fois. Ok, déjà, je ne poste pas 3, 4 fois par jour, je poste 2 fois en général, maximum. J'ai commencé sur LinkedIn en 2021. C'est parti d'un post, un peu au hasard, où je racontais comment, après 10 mois d'inactivité, je repartais en mission. C'était pendant la période du Covid. Et ce post a bien marché. Donc, il y a eu de l'engouement. J'ai conscientisé quelque chose. Qu'en écrivant sur LinkedIn, on pouvait susciter des réactions, de la solidarité, que des gens pouvaient être malheureux pour nous, contents pour nous, à l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Mais mes services, mes coachings, c'est venu peut-être 1 an et demi après. C'est-à-dire pendant 1 an et demi, j'étais simplement là à raconter ma vie. Parce que pour la petite anecdote, moi, voilà, j'aime bien écrire. Si je faisais vraiment un métier passion, je serais beaucoup plus sur des métiers artistiques, d'écriture, que de la gestion de projet à proprement dit. Et c'est un plaisir avant tout. Donc, encore une fois, avant de me dire est-ce que je vais saouler les gens ou pas, je me dis déjà est-ce que tu as des choses à dire. Et après, effectivement, la cadence, elle a augmenté parce que j'ai des offres aussi, je suis transparent, sur lesquelles je communique. Donc, mes coachings, mes accompagnements, mon ghostwriter, donc j'écris pour des chefs d'entreprise. Et à partir de là, bah, il faut faire des posts où j'ai envie de dire des choses et il faut faire des posts où je dois dire des choses, où je dois mettre en avant mes offres. Et c'est ce que je fais. Donc l'agenda, il se remplit vite et c'est plutôt la question inverse qui se pose pour moi, c'est que j'ai trop de choses à dire. Donc je me dis, voilà, mon planning hebdomadaire, il est toujours plein. Est-ce que ça va saouler les gens? Ça en a sûrement déjà saoulé. Je sais qu'il y a des gens qui se désabonnent régulièrement, mais il y a plus de gens qui s'abonnent dans un même temps. Je suis content de mes 27 000 abonnés. C'est peu par rapport à certains, c'est beaucoup par rapport à d'autres. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est les messages que je reçois en privé. Quand on va me dire merci pour ton post, t'as parlé tout haut, t'as dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, t'es authentique, continue à la différence de la majorité d'autres. T'es cash, t'es direct. Parfois, j'ai des messages moins sympathiques aussi, mais ça fait partie du jeu. Moi, j'essaie de rester moi-même. Je sais pas, de toute façon, jouer un jeu et être quelqu'un d'autre que celui que je suis réellement. Donc, ce que vous voyez sur LinkedIn,
c'est ce que je suis finalement. Et si ça saoule certains, bah, c'est le jeu. Ouais, ouais. Ça veut dire demain, si on te bloque ton compte LinkedIn, t'es fini, t'es plus personne. Tu remplis plus ton frigo, les lumières s'éteignent sur toi. Non, grâce à Dieu, je serai toujours quelqu'un. J'ai pas attendu LinkedIn pour exister. J'ai un travail. Ça fait 15 ans que je travaille en tant que chef de projet. J'ai fait 7 ans salarié, puis ça fait 8 ans bientôt que je suis indépendant. J'ai étudié, j'ai fondé ma famille. Ma principale source de revenus, c'est mon métier. J'ai un métier. Donc, ce que je fais sur LinkedIn, c'est un extra. Ça me plaît. J'aime faire ça. Mais si demain ça s'arrête ou si on me bloque mon compte par rapport à des convictions que je peux avoir ou à des choses que je peux dire, la vie continue. Très honnêtement, c'est pas du tout ça qui va m'empêcher de partir en vacances ou de remplir mon frigo. PMO, c'est quoi ça? C'est un métier ça? C'est encore un métier du 21e siècle inventé. C'est quoi ta légitimité par rapport à ça? Tu gagnes des sous avec ça? PMO en fait c'est Project Manager Officer. En fait, c'est tous les métiers relatifs à la gestion de projet, mais on met plusieurs choses. En vérité, derrière le terme de PMO, ça peut être un PMO rattaché à un projet, auquel cas, on va avoir un rôle d'accompagnateur, de conseil par rapport au chef de projet. On va gérer les budgets, on va aider à préparer l'organisation des réunions, on va en animer certaines. Parfois, derrière le PMO, on met aussi Scrum Master. C'est deux métiers différents, mais le PMO, c'est un peu un couteau suisse. Donc, on va demander parfois au PMO de faire Scrum Master. Ah, on aura vraiment tout entendu, hein. Puis il y a des PMO en centrale, dans les entreprises aussi, qui ont un rôle différent, avec le reporting multi-projet, de portefeuille de projets à destination de la direction, pour montrer l'état de santé des projets de l'entreprise. Et oui, c'est un métier, c'est un vrai métier, très utile pour les chefs de projet, pour les directeurs, pour les DSI. On est un peu la bonne méthode qu'il faut utiliser. On standardise les méthodologies de gestion de projet pardon, à utiliser dans les entreprises et on est capable de faire du reporting précis à l'aide d'outils pour la direction. Tout simplement, je pense que s'il n'y avait pas de PMO dans les entreprises, les projets termineraient en retard beaucoup plus souvent. Déjà que les projets terminent souvent en retard et il y aurait beaucoup à perdre en termes d'argent et de budget et de dépassement budgétaire sur les projets. Donc, je ne suis pas là pour faire un cours magistral sur le PMO, mais c'est un vrai métier. Après, désolé pour toi si tu ne connais pas, mais maintenant tu connais en tout cas. Ouais, je veux revenir sur quelque chose, ok, tout ça, PMO, tout ça, d'accord, mais je vois sur LinkedIn, tu parles de l'Algérie, de la France. T'es quoi au final? Tu te situes où? Français? Algérien? Peut-être que t'aimes aucun des deux d'ailleurs. T'es pas en train de jouer un jeu tout simplement? Effectivement, comme je l'ai dit, je suis d'origine algérienne. Et oui, sur mes posts LinkedIn, je parle de l'Algérie, je parle de la France. Moi, je vais être clair par rapport à ça. Et puis chacun son avis, chacun son opinion. On sait à quel point, j'en ai parlé dans d'autres épisodes avec d'autres de mes invités, à quel point la relation France-Algérie, elle est compliquée. Le fait est que je suis né en France. J'ai connu principalement la France dans ma vie, dans mon éducation, dans mes codes, dans les programmes télé, à l'école. Donc j'ai les codes de la France. Mais je suis profondément algérien aussi. Tout simplement déjà parce que j'ai toujours gardé le lien. J'y vais chaque année. Mon papa est enterré là-bas. Et on ne peut pas choisir en fait. Donc l'Algérie, je n'aurais jamais la prétention de dire je suis pas un Algérien comme l'Algérien qui vit en Algérie, qui a les contrariétés, les joies, le quotidien d'un Algérien et tous les codes. Je les ai pas tous les codes, c'est une évidence. Mais j'aime l'Algérie, c'est mon pays. Premier, deuxième, je peux pas donner un ordre. Aujourd'hui, le fait est que je vis en France, que j'ai grandi en France, mais il faut bien comprendre de quelle France on parle. Moi, la France que j'aime, c'est celle qui est multiculturelle, c'est celle où tout le monde se mélange. J'aime beaucoup moins celle où on vous rappelle à votre religion, à vos origines, où on vous fait ressentir. Mais malgré tout le bruit qu'on peut entendre à la télé, dans les médias, la France, c'est pas ça. C'est...
il y a beaucoup trop de bruit dans les médias par rapport à ce qu'est la France réellement. Et moi, la France, c'est peut-être pour ça que je suis resté aussi dans ma ville, à Épinay, que j'aime beaucoup, c'est que j'y suis à l'aise. C'est-à-dire que, voilà, en tant que musulman, j'arrive à vivre ma religion plutôt bien. Tout n'est pas facile. Il y a des choses, voilà, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais elle est peut-être pas. Il y a toujours des meilleures choses ailleurs. Mais je suis très très bien. Aujourd'hui, je peux le dire, dans la famille que j'ai construite, dans ma ville, dans mon pays. Et de la même manière, je suis très très bien quand je vais en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, à court terme, j'ai des projets d'aller m'installer en Algérie? Non. Tout simplement parce que je suis bien encore en France. Est-ce que je reconnais l'Algérie et son passé et la colonisation sans aucun doute? Évidemment, l'Algérie a obtenu sa liberté par la guerre, par le sang, avec beaucoup de fierté, et j'en suis très fier. Mais voilà, je suis français et algérien, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis algérien et français de la même manière. J'ai les deux passeports de toute manière. Ouais, tu disais que tu fais des coachings 150 € pour 1 heure pour te parler. Honnêtement, personne ne te paye. Qui va te payer pour ça? Qui va mettre 150 € à une époque où on peut trouver tout sur Internet? Sur ChatGPT, il répond à toutes les questions. YouTube, les forums. Avoue, t'en fais pas. Personne t'achète des coachings. Bah, figure-toi que si, on me paye. Depuis que j'ai lancé mes coachings d'accompagnement pour freelance, j'ai accompagné, attends, je compte en nombre de personnes, plus de 100 personnes, ça c'est sûr. J'ai 130 avis sur Google qui sont unanimes au niveau de la qualité de mes services. Et en nombre d'heures, probablement plus de 200 heures de coaching depuis 2022, mi-2022. Il n'y a pas de fausse promesse avec moi, en fait. C'est-à-dire, avant de coacher quelqu'un pour l'accompagner sur le freelance, déjà, si j'estime qu'il n'a pas l'expérience nécessaire, je ne le coacherai pas. Je connais trop bien la valeur de l'argent. 1 euro, je sais ce que c'est. 100 euros, je sais ce que c'est. Et je veux m'assurer que le coaching lui soit bénéfique. Une fois que je sais que je peux l'aider, que j'ai des choses à lui fournir, là, on part en coaching. Après, je ne me suis pas imposé, je ne suis pas arrivé avec des tarifs à 150 € de l'heure comme ça un beau matin. Quand j'ai commencé, j'étais à 50 € de l'heure. J'ai vu de la demande, j'ai construit ma preuve sociale, je voulais être sûr de la qualité de ce que je faisais, et puis il y a eu de plus en plus de demandes. Donc plutôt que de refuser, j'ai augmenté petit à petit mes tarifs, ce qui m'a amené aujourd'hui, après plus de 2 ans, hein, à ce tarif de 150 € de l'heure. Mais je tiens aussi à préciser que quand je fais un coaching, au-delà de lever les blocages, machin, ça s'apparente plus à 1 heure de conseil en vérité. Il y a des personnes, pas toutes, parce que certaines, c'est pas en 1 heure, malheureusement, que je vais changer leur vie ou faire en sorte qu'ils soient freelance à tout prix. En revanche, je vais leur donner tous les éléments dont ils ont besoin pour le devenir. Je vais leur donner tous les éléments en 1 heure. Moi, ça y va, je débite. Je ne vais pas faire de blabla, il n'y a pas de temps mort. Mais à la fin de l'heure, ils savent ce qu'ils ont à faire, s'ils ont envie de le devenir. Ah, bien sûr, mais bien sûr. On revoit le CV pour qu'ils aient un CV compétitif de freelance, pas un CV de CDI. Je leur parle de la meilleure manière d'abandonner leur CDI avant de se lancer. Le choix du statut en fonction de leur situation juridique. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller patrimonial ou un expert comptable, mais basé sur mon expérience, je peux leur présenter quelles sont les différentes possibilités et les informer sur les aides aussi qu'ils peuvent avoir. Et donc parfois, en plus de les informer sur les différents moyens de recherche, les plateformes, comment tirer bon usage de LinkedIn. Et parfois, il y a des personnes qui allaient se lancer et juste par rapport aux bons conseils, elles se sont rendues compte qu'il y avait un modèle où elles pouvaient perdre de l'argent. Et je les ai orientées sur un modèle où elles allaient justement ne pas perdre cet argent et en gagner. Donc voilà, parfois il suffit de petites choses, de discuter avec la bonne personne
pour éviter des erreurs. C'est un grand mot parce que la vie, c'est la vie. Parfois, on fait des erreurs. Mais des erreurs qui peuvent coûter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, parfois plus. Donc, qu'est-ce que 150 euros? Qu'est-ce que 150 euros quand on sait vraiment ce qu'on veut, qu'on est déterminé? Bah, on fait 1 heure avec quelqu'un qui a expérimenté un peu tout ce qui existe dans le freelance depuis 8 ans et qui peut vous renseigner efficacement pendant 1 heure. Après, je reviens sur ce que tu dis, ChatGPT, YouTube. YouTube, Google, je dirais que vous allez perdre un temps de malade à trouver l'information, à visionner, à la trier. Moi, en 1 heure, vous aurez toutes les infos. Et la différence aussi avec ChatGPT, vous n'avez pas besoin de me poser des questions. Bien sûr, pendant l'heure, vous allez avoir des questions et je vais y répondre. Mais vous n'arrivez pas avec un questionnaire comme avec un ChatGPT où vous devez poser vos questions. ChatGPT, il est efficace si on sait quelles questions lui poser. Si déjà vous ne savez pas quelles questions lui poser, ben, il ne risque pas de vous donner la solution. Et souvent, les gens qui prennent un coaching, il y a des horizons, des idées qu'ils n'ont même pas en tête. Donc comment vont-ils les poser à ChatGPT? Deuxièmement, et je l'ai testé, même si vous posez la bonne question à ChatGPT, il peut se tromper. Il y a des erreurs, les données qui ne sont pas à jour, tout simplement, il se trompe dans la façon dont il traite la donnée et vous aurez potentiellement des mauvaises réponses. Et plus important, les astuces, les trucs qui ont pu être vécus vraiment sur la base de l'expérience, ChatGPT, il ne vous les dira jamais de lui-même. Moi, vous n'avez pas besoin de me le demander, je vous le dirai. Donc voilà la différence. Il n'y a pas de fausse promesse. Mais ma promesse, c'est qu'en 1 heure de coaching avec moi, vous ressortirez avec un plan d'action précis et vous saurez précisément ce que vous avez à faire pour passer le cap, quitter votre CDI et démarrer en tant que freelance. Ouais, moi, il y a une chose. Tu parles beaucoup de Gaza, de la Palestine sur LinkedIn. C'est pas l'endroit, c'est pas le lieu pour parler de ça. Ça n'a rien à voir avec LinkedIn qui est un réseau professionnel. Faut que tu arrêtes en fait. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi? C'est encore une façon de plus de chercher le buzz. Pourquoi je parle de Gaza sur LinkedIn? Ah, cette question, je l'attendais. On me l'a trop souvent posée. C'est marrant parce que plutôt que... Évidemment, la majorité des gens m'ont remercié pour ça. Et j'attends pas de remerciements. Je le fais pas pour avoir des remerciements, pas du tout. Pourquoi je le fais sur LinkedIn? Parce que ma voix, elle porte sur LinkedIn. Je suis vu, je suis lu. Je sais que quand je vais écrire sur le sujet de Gaza ou de la Palestine, il y a potentiellement 50 000, 100 000 personnes qui vont voir mon post. Je trouve que les médias, aujourd'hui en France, les principaux en tout cas, ils ne donnent pas l'information comme elle devrait être donnée. Ils sont loin de montrer la réalité des choses et de ce qui se passe. À l'ère des réseaux sociaux, on a cette opportunité, cette chance, nous, de pouvoir rééquilibrer. Sur Facebook, j'ai 100 contacts. Donc tu imagines bien qu'aller parler de Gaza sur Facebook, à part mon cousin, ma cousine et mon tonton, qui savent déjà, je vais toucher personne. Par contre, sur LinkedIn, quand je vais faire un post, et puis je te dirais aussi que de toute manière, LinkedIn, ça fait bien longtemps que ça a changé et qu'on n'a pas que du contenu professionnel. Donc, quand Géraldine va mettre une photo au bord de la piscine pour raconter ses vacances ou les multiples posts de demoiselles qui disent que LinkedIn, c'est pas Tinder et qu'elles en ont marre de se faire draguer, ça, apparemment, ça a sa place. Mais quand on parle de Gaza, ça n'aurait pas sa place. Donc moi, ce débat, je ne veux pas l'entendre. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est ouvert à des postes autres que le professionnel. Et s'il y a bien un sujet actuellement qui mérite d'être partagé, c'est celui-là. Je le fais parce que ça m'a pris aux tripes, parce que de fil en aiguille, justement grâce aux réseaux sociaux, j'ai vu quotidiennement des gens qui filment avec leur téléphone ce qui se passe là-bas. Donc, c'est douloureux. Et à partir du moment où je suis pris aux tripes et que ça me fait mal, j'essaie de faire quelque chose. Informer, premièrement. Prier déjà. Prier, premièrement. Informer en deux. Et peut-être que dans les 100 000 vues, les 50 000 vues des gens, à force de voir, pas que de moi, hein, parce que tout seul, je peux rien faire.
de moi, d'autres, et sur les autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok, tous ceux qui communiquent, je suis persuadé que ça a influé l'opinion publique, j'en suis certain. Ça peut pas être autrement. Et aujourd'hui, cette opinion publique, avec les manifestations, c'est quelque chose qui s'entretient en fait. Parce que les gens voient, ils s'indignent, ils sortent dans la rue, ils écrivent, ils font des pétitions. Ils écrivent à Emmanuel Macron, le 22 septembre, la France a reconnu l'État de Palestine. Si personne n'avait rien dit, j'ai envie d'imaginer, si personne n'avait parlé, si les gens ne sortaient pas dans la rue. Encore une fois, il ne s'agit pas de moi tout seul. Parce que moi tout seul, je fais rien. Mais si les gens n'avaient pas parlé, n'avaient pas fait du bruit, n'avaient pas manifesté, sans relâche, depuis 2 ans, Macron, il serait vraiment allé reconnaître la Palestine? Sans cette pression du peuple? Sans peut-être se... On sait qu'il a la maîtrise, le président Emmanuel Macron, sur le pays, machin. On sait que des gens qui manifestent, ils manifestent et ils rentrent chez eux à la fin. Mais peut-être que de se réveiller tous les matins en prenant son téléphone et en voyant des trucs. Voilà, il va sur TikTok, parce qu'il y va, je pense, sur X, anciennement Twitter, et de voir des gens qui posent Gaza, Gaza, Gaza dans son pays, peut-être que ça a influé, je pense. Même si c'est symbolique, à mon avis, cette reconnaissance de la Palestine, et que ça n'arrête pas les balles, ça n'arrête pas les chars, ça n'arrête pas la famine, mais le fait est qu'il l'a fait, il l'a reconnu, donc j'aime à croire que cette pression du peuple a servi à quelque chose. Et je continuerai à le faire. Peut-être que je le fais un peu moins, parce que il y a aussi la durée, malheureusement. C'est un génocide qui ne s'arrête pas, qui s'aggrave. Mais voilà. Et au-delà de l'aspect communication, il y a un aspect où j'essaie de récolter des fonds aussi, soit pour des associations humanitaires, même si le problème, là où j'ai un peu de mal aujourd'hui avec les associations humanitaires, c'est qu'elles dépendent du bon vouloir d'Israël, donc elles sont bloquées à la frontière et elles ne rentrent quasiment jamais, ou de façon exceptionnelle, pour donner des soins, à manger, un peu de nourriture. Les largages en avion, c'est une catastrophe, parce que je parle aussi avec des gens qui sont là-bas, hein. Et ça aussi, merci grâce au réseau. J'échange directement avec des gens à Gaza. Donc le largage d'aide humanitaire en avion, c'est une catastrophe. Et il y a un moyen, à condition de faire attention et de bien s'assurer des gens avec qui vous parlez, notamment en essayant d'échanger avec eux sur WhatsApp, par visio, qu'ils envoient leur localisation. On peut les aider directement. Voilà, donc ils ont des cagnottes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est fait, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup de frais entre ce que vous envoyez et ce qu'ils recevront réellement, mais ça arrive. L'argent arrive. Cet argent qui leur permet d'acheter le peu de ressources encore sur place. Ça aussi, on me le demande, mais ils achètent quoi? Il y a encore des ressources, pas beaucoup. Il y a parfois des camions de marchandises qui rentrent, rarement, et qui peuvent faire rentrer un peu de ressources, en fait, des couches pour enfants, des boîtes de conserve, de l'alimentaire, des médicaments, mais c'est à des prix exorbitants. C'est à des prix exorbitants. Donc voilà, je vais simplement dire qu'il y a des possibilités et j'essaie, moi, parfois, de mettre à disposition des cagnottes de personnes qui sont à Gaza directement pour que les gens puissent les aider à acheter ces trois 4 tomates, ces courgettes qui vont... pour vous, c'est peut-être pas beaucoup et on va se dire que c'est beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils achètent. Mais manger une tomate, aujourd'hui, c'est devenu un luxe pour eux. Donc, il n'y a rien qui est négligeable et il n'y a pas de petits dons. Et voilà, moi, je le fais. Je pense que les gens qui le font, c'est être bien avec sa conscience à la fin. Parce qu'il y aura une fin qui sera juste dans tous les cas, ici ou dans l'au-delà. Et se dire, voilà, pendant 2 ans, j'étais spectateur d'un génocide. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai prié à minima. Ce que j'ai fait, j'ai informé, j'ai fait du bruit, j'ai récolté un peu d'argent. Est-ce que j'ai été actif ou est-ce que je suis resté inactif? Alors, ma voix, elle porte sur LinkedIn, donc je porte ce sujet-là sur LinkedIn et ce sera comme ça. Ouais, tu m'as à peu près convaincu sur pas mal de choses. Pas sur tout, à vrai dire, mais dans un an. Tu te vois où dans un an?
Et dans 5 ans, tu te vois où? Toujours à faire comme ça, des podcasts, à faire des posts LinkedIn, ou tu as des ambitions un peu plus élevées? Je suis content qu'on finisse un peu par s'entendre, mais je sais pas où je serai dans 1 an, encore moins dans 5 ans. Probablement toujours chef de projet, parce que c'est mon métier, donc je vais continuer. Je, J'aime cette stimulation intellectuelle que ça me rapporte. J'aime ma posture de consultant, changer d'entreprise tous les 2 ans, 3 ans. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de changer, d'innover. Et je vais probablement continuer en tant qu'indépendant. Dans 1 an, c'est sûr. Dans 5 ans, je sais pas. C'est trop loin. Puis je vais continuer à m'amuser sur ce que je fais sur LinkedIn, à partager mes humeurs, à développer des choses, à continuer dans l'éthique. T'as dû voir d'ailleurs qu'on a fait un brunch le 14 septembre dernier et qu'on va en refaire un le 16 novembre avec mes amis de la Team Éthique. Donc la Team Éthique, c'est un collectif en fait. On n'est pas une marque déposée ou quoi que ce soit, mais on est quelque chose d'assez organisé et désorganisé en même temps. J'aime bien ça. Enfin, on est organisé. On est officieux mais organisé. On fait des choses et on va refaire un brunch le 16 novembre. Donc j'invite également tous ceux qui sont éthiques à venir nous rencontrer à Saint-Ouen dans le 93, dans un très bel endroit le 16 novembre, au Sista Place. Et je vais continuer ouais, à faire ce genre d'initiative, peut-être même plus, des séminaires, des trucs sur une semaine où je vais réunir du monde, réunir des esprits, des bonnes âmes qui ont des bonnes volontés, qui partagent mes valeurs et mes principes. Les opportunistes, les égoïstes, tout ça, ça m'intéresse pas. Et je me vois surtout avec ma famille, rester proche de ma famille, des miens, les visiter le plus souvent possible, m'assurer que ma petite famille, ma femme, mes enfants ne manquent de rien, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Et pour 1 an, pour 5 ans, et tant que je suis là, Inch'Allah, comme on dit chez nous, j'espère. Voilà. Tu veux conclure l'épisode ou non? Donc c'est moi qui vais conclure sur ce format un peu particulier. C'était pas facile d'être de l'autre côté et je me suis pas ménagé. Tu ne m'as pas ménagé ou je ne me suis pas ménagé. Merci à tous en tout cas. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en apprendre plus sur moi, sur ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode du podcast éthique. D'ici là, restez éthique. À la prochaine.